cas, le cadre est sympathique. Hein. On est bien chez Nico. Il faut venir plus souvent. Ouais. Salut Loïc. Hello, comment vas-tu? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci d'avoir accepté de parler d'un sujet qui n'est pas toujours facile, qui est peut-être un peu tabou parfois, l'échec. Alors, je te resitue. Ouais. Donc, tu es un membre fondateur du groupe La Brigade, groupe de Absolument. hip-hop français, Oui, voilà, qui a été créé au milieu des années 90. un petit peu. exactement, ouais. Il y a eu deux premiers EP, l'officieux et l'officiel, Exactement. avec notamment ce morceau 16 rimes, Oui. dont tu attaques en fait le morceau. Tu as 3 couplets, je crois, dans ce morceau. Ouais, on va dire, je fais l'intro, j'ai un couplet et j'ai un petit bridge, comme on dit. Ouais, Voilà. c'est ça, Ouais. avant Lunatic d'ailleurs. Exactement. C'est un des morceaux les plus populaires de la Brigade, et puis c'est Ouais. peut-être le premier gros morceau du groupe Ouais. qui vous a fait connaître vraiment dans un spectre un peu plus large. Ensuite, il y a eu le Testament en 99. Exactement. Donc là, vous aviez signé avec une major. Absolument. Ensuite, 2 ans plus tard, Il était une fois. Mhm. Et 4 ans plus tard, Un esprit libre ne meurt jamais. Tu- Je connais bien la discographie. Je crois que tu la connais même mieux que moi. Je en pars en termes de chronique. dates. Putain. Alors, je vais te raconter un peu ta vie. Puis après, ça continue. Ouais. Fréquence Star, Nico, il se fout de moi. Laurent Boyer. Alors, tu as 14 ans, voilà, après, il y a eu cours de rattrapage, il y a eu l'anthologie. Ouais. Et puis là, aujourd'hui, tu sors Bring Back the Beat, Ouais. donc ta première mixtape, Ouais. Le retour du Kafir. Ouais. Ça fait plaisir. D'ailleurs, tu as eu plusieurs noms, le Kafir, le théoricien, le baccalauréat. Ouais. Voilà. Dans la brigade, on avait plusieurs. Moi, au départ, c'était le Kafir et le baccalauréat. Et puis le théoricien, c'est ma fonction au sein de la brigade, parce qu'on a tous un nom d'agent, entre guillemets, au sein de la brigade. Et donc, moi, mon nom d'agent, c'est le théoricien, quoi. Donc, après, j'ai eu qui les CAF. Enfin, j'ai plein de petits noms comme ça, mais voilà. Et aujourd'hui, tu es redevenu le Kafir. de la Le brigade. Kafir et qui est le baccalauréat, absolument, ouais. Alors, ma première question, quel a été ton premier échec de la journée ? Oui, alors mon premier échec de la journée, c'est que je voulais venir en transport, pour pas prendre ma voiture. Mais comme j'ai vu que l'heure avançait, je me suis dit, si je pars en transport, je vais arriver en retard. Donc j'ai pris ma voiture alors que je voulais pas la prendre. Est-ce que tu as une définition de l'échec ? Est-ce que toi, quand on t'entend parler d'échec, est-ce que toi, tu as un regard peut-être un peu décalé ou au contraire quelque chose... Qu'est-ce que ça évoque ? Alors moi, l'échec, je le prends... Il y a une phrase de Mandela qui est très célèbre et que je répète tout le temps à mes enfants et à mon entourage systématiquement. C'est soit on gagne, soit on apprend. Et que par expérience aussi dans la vie, des fois, il y a des choses qu'on fait et on a l'impression qu'on est en train d'échouer alors qu'en fait, on est en train de rebondir pour faire autre chose. Ouais. C'est comme il y a plein d'inventions qui sont des échecs en réalité. Tu vois, il y a des inventeurs, ils se disent je vais faire ça et puis finalement, ils trouvent l'ampoule ou, tu vois, par erreur. C'est vrai. Donc, il faut juste pas trop se formaliser sur un échec puisque quand on s'intéresse un petit peu... au parcours des personnes qui ont fait, entre guillemets, des grandes choses, elles sont jonchées d'échecs et c'est juste la capacité à en tirer le meilleur et puis de se dire, là, j'ai appris quelque chose malgré tout. Ouais. Rebondir, avancer, voilà. grandir. Je ne sais plus qui disait ça, mais il disait qu'en fait, j'ai pas échoué, j'ai juste appris une autre façon de ne pas y arriver. Ah ouais, j'aime Donc, bien. voilà, ça me permet de développer une autre voie. Et j'aime bien cette définition parce que les gens qui réussissent, ils sont obligés d'échouer. Toi, dans ta vie, même globale, c'est-à-dire tu regardes en arrière, est-ce que tu pourrais estimer à la louche, en pourcentage, ce que tu as réussi, moins réussi ? Alors, après, la notion de réussite, elle est relative. À partir du moment où, on va parler de façon générale, à partir du moment où tu as une idée et tu la mets en place, pour moi, c'est déjà une réussite. C'est-à-dire que oui, j'ai fait pas mal de choses qui pourraient être interprétées comme des échecs, une marque de vêtements, 2, 3. Et en fait, on pourrait dire que peut-être que financièrement, j'ai pas réussi à rendre ces initiatives viables, mais que ça m'a permis de dire, j'ai une idée et hop, je la fais. Et pour moi, c'est des réussites. Alors après que oui, ça peut être des échecs financiers, ça peut être des échecs de gestion, etc.
Mais ça reste, moi, je ne vois pas comme ça. Je vois comme une réussite dans le sens où j'ai fait quelque chose et j'ai réussi à l'amener, à la rendre concrète. Et puis, sur certains aspects, je n'ai pas été assez peut-être pertinent, pas assez clairvoyant, ou j'ai carrément fait des bêtises, ou tu vois. Mais ça fait, comme je te disais tout à l'heure, ça fait partie de l'apprentissage. Et quand tu recommences, tu dis, ah là, j'avais fait ça, donc ça, je ne le referai pas. Ouais, c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas forcément mieux faire la prochaine fois, mais tu vas faire autrement. Ouais. Et ça, c'est important. Ça, ce serait la leçon que tu as tirée de cette expérience-là, par exemple. Ouais, et j'ai lu le livre de Phil Knight, L'art de la victoire. Il y a quelque chose qui dit dans son livre qui me plaît énormément, qui se dit que dans la création, je ne vais pas spoiler le livre, mais dans la création de Nike, il y a pas mal de mésaventures et tout, et qu'à posteriori, les gens qui étaient autour de lui lui disaient, mais ils comprenaient pas pourquoi il était aussi genre, qui tout double dans tout ce qu'il faisait. Ouais. Il disait, parce que de toute façon, je préfère tout faire maintenant et échouer et avoir le temps de me relever après. Et je trouve que la philosophie, elle est belle dans le sens où il se dit, je fais tout, et puis si je tombe, je vais me relever, puis je vais refaire autre chose. Mais j'aurais appris de cet échec-là. Tu vois. C'est une bonne philosophie, c'est agir plutôt que d'avoir peur de ne pas agir pour foirer trop tard. De toute façon, si tu n'agis pas, tu fais rien. Moi, je suis de l'école de ceux qui font. Faire, c'est formateur. Et que, a priori, même dans la théorie, on va te dire, alors quand vous allez faire ça, vous allez rencontrer telle difficulté. Quand tu la rencontres, tu es confronté à elle de la même façon. Et donc, moi, je fais partie de ceux qui se sont toujours évertués à faire, même si j'avais zéro connaissance, même si je suis néophyte dans le domaine. Mais je me dis, bon, de toute façon, au bout d'un moment, je vais être confronté aux problèmes, on va voir comment je vais les gérer, tu vois. Et donc, c'est pour ça que dans ta question, combien d'échecs, combien de réussites, je pense que la vie, c'est une succession d'échecs et de réussites de façon un petit peu alternée. Parce que tu réussis quelque chose et puis la fois d'après, tu n'atteins pas tes objectifs, mais en même temps, tu as fait ça qui t'a appris, etc. Donc, c'est difficile de dire j'ai eu dans ma vie 50% de ça. Mais ouais, j'aimerais équilibrer, mais c'est même pas aussi évident que ça, quoi, tu vois. Dans la musique, par exemple, il y en a qui vont dire que j'ai réussi, parce que j'ai réussi à sortir des disques, à faire des tournées, à avoir un disque d'or avec la Brigade, etc. Et puis d'autres vont te dire que j'ai pas peut-être réussi à assurer cette pérennité. J'ai peut-être pas réussi à transmettre aux plus jeunes, avoir un label, etc. Donc tu vois, tout est relatif, quoi. Après, c'est vrai que vous étiez 12, il y avait beaucoup de personnalités, il y avait... mais je pense pas que ce soit une réelle excuse, parce que pour rester dans le domaine de la musique, quand tu prends des groupes comme, je sais pas, Lunatic, qui étaient 2, NTM, qui sont 2, tu vois, il y a eu aussi des périodes où ils n'étaient pas ensemble, etc. Donc, je pense que après c'est pas le nombre qui IAM, ils ont réussi à perdurer alors qu'ils sont plus nombreux. Et donc, non, après, chacun a des aspirations, etc. Et c'est pas forcément mauvais. Ce qui est regrettable, c'est quand les gens se séparent en mauvais termes. Tu vois, c'est ce qui est regrettable. C'est un peu comme dans un couple, quand vous vous êtes aimé un certain nombre d'années, qu'à la fin vous déchirez, c'est pas très élégant. Mais si vous quittez en bonne et due forme parce que vous avez des volontés différentes, c'est tout à fait logique, quoi. Ça peut se faire. Moi, je trouve que c'est pas mauvais en soi, quoi. Bien sûr, c'est acceptable, quoi. C'est acceptable, voilà. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as ressenti un sentiment, ça peut être en dehors du travail, hein, peut-être dans ta jeunesse, sentiment d'échec, quelque chose qui fonctionne pas, quelque chose qui est peut-être un peu douloureux ou un souvenir marquant? Alors, marquant. Alors, déjà, quand tu es jeune, quand tu rates un examen ou quand tu es à l'école et que tu vois, des sages, ça, c'est déjà quelque chose, tu vois. Après, tu peux avoir des échecs, entre guillemets, amoureux. C'est-à-dire que tu t'investis dans quelque chose et tu dis, tu vois, et c'est parfois les échecs les plus cuisants parce que ça relève de ta personne, etc. et que tu peux pas modifier. Quand tu crées une entreprise, tu peux être... Mais te modifier, toi, c'est toujours dur d'avoir un recul sur ta personne. Donc, on va dire que c'est peut-être ça dans les relations, tu vois. D'avoir un échec dans une relation amoureuse, une relation même amicale. Te dire, ça n'a pas fonctionné, alors que des fois, tu n'as peut-être pas la solution pour ça. Mais qu'une fois de plus, ça t'imprime pour la prochaine fois, quoi.
c'est des trucs, en tout cas, ça, le côté humain, le côté relationnel, c'est quelque chose qui te touche, qui peut te toucher. C'est la base. Ouais. Alors, au-delà de tout, c'est la base, comment tu t'entends avec les gens, comment tu t'entends avec tes amis, comment tu t'entends avec ta famille, Je veux dire que je pense qu'on est quand même des mammifères sociaux et qu'on évolue avec des gens autour de nous, qu'on a envie de faire partie de groupes, qu'on a envie d'être aimé, qu'on a envie d'aimer les gens. Et souvent j'exagère, mais il y a plein de gens qui ont tout, entre guillemets, ce qu'on considère comme être tout, comme l'argent, la popularité, et puis qui se retrouvent être super esselés. Et on a plein d'exemples de gens qui, d'un point de vue extérieur, semblaient tout avoir et qui ont tout plaqué pour dire je veux plus de ça, quoi, parce que je pense qu'il nous anime vraiment, vraiment, c'est la relation avec l'autre, quoi. Tu peux pas, même si tu veux, même si on est dans un monde matérialiste qui glorifie la réussite financière, mais si tu es riche tout seul, ça n'intéresse personne, quoi, tu vois. Et il y en a plein qui retombent. On a multiples d'exemples de gens qui ont tout arrêté, voire même pour le pire d'entre eux, se sont suicidés, quoi. Alors qu'on peut dire qu'ils étaient au summum de leur art ou de leur discipline. La preuve que je pense que le cœur de la réussite, c'est être en harmonie avec les gens qui sont autour de toi, quoi. Donc, quelque part, en sous-texte, c'est intéressant parce que tu évoques le fait que la solitude peut être une forme extrême d'échec, quoi, finalement, par rapport au monde, par rapport à l'état d'être. Si elle est subie, oui. Il y a des gens qui vont te dire, très honnêtement, moi, j'aime être seul, et qui s'en sortent très bien, qui vont dire, écoute, tu vois, il y a des gens qui partent en vacances seuls, qui se disent, moi, je suis mieux quand je suis seul. Il y a des gens pour qui c'est même inconcevable d'aller peut-être ne serait-ce qu'une heure et demie au cinéma seul, quoi, tu vois. Donc, ça dépend. Mais si toi, tu as envie d'être entouré et que tu es seul, ou alors si tu as envie d'être seul et que tu es entouré, tu es dans une situation d'échec, entre guillemets. Enfin, tu es dans une contradiction. Et ça peut créer effectivement un sentiment d'échec, de se dire, je suis pas à l'aise. Au-delà des échecs professionnels, les plus gros échecs sont les échecs personnels, quoi, qui touchent l'individu, qui touchent les sentiments. C'est ceux dont on se relève, je pense, le plus difficilement. C'est vraiment intéressant parce que quelque part, c'est aussi un truc de valeur. C'est-à-dire, aujourd'hui, on court. Il y a quelque chose dans la société, le truc du succès, d'avoir de l'argent, de posséder des choses. Et puis finalement, effectivement, on a connu des gens, on connaît des gens qui ont tout et qui pourtant ne sont pas heureux, comme si ces éléments-là, cette course vers le bonheur qu'on ne réussit pas à atteindre, elle se situe, comme tu le dis, chez l'être humain, en fait, qui est beaucoup plus intime, beaucoup plus vrai. Ouais, parce qu'en plus, quand on est jeune, on nous inculque un peu cette notion d'échec et de réussite. Quand tu es à l'école, tu réussis quand tu es au-dessus de la moyenne, quand tu as 14, quand tu as 15. Tes parents te disent, t'es bon, t'es pas bon. À l'école, on dit t'es bon, t'es pas bon. On te fait un classement, tu as la moyenne. Est-ce que tu es au-dessus de la moyenne de la classe? Est-ce que tu es en dessous? Tu as des appréciations, encouragements, avertissements de travail. Donc, cette notion d'échec et de réussite, elle est inculquée dès tout petit, mais elle est fausse. Parce que moi, j'ai des gens avec qui j'étais à l'école, dont tout le monde se moquait, et qui maintenant vivent une vie en harmonie avec eux-mêmes. Et pour certains d'entre eux, qui réussissent financièrement très largement. Et d'autres, tu vois, c'est pour ça que la notion d'échec et de réussite, elle est relative. Il y a des gens qui vont dire, regarde, lui, il a réussi, il a une grosse voiture. Et il y en a d'autres qui vont dire, regarde, lui, il a réussi, il est avec sa femme, il a ses enfants. Lui, il a réussi, il peut partir en vacances. Regarde, lui, il a l'air heureux. Tu vois, c'est tout à fait subjectif. Et je pense que le plus dur, c'est de savoir à quoi correspond sa propre réussite. Et surtout, comment surpasser les échecs. Je pense que ça nous arrive tous. On est là, on a entrepris quelque chose, on a fait quelque chose, on se dit, putain, ça marche pas. Ou professionnellement, je suis pas dans mon truc. Et puis, je sais pas, si tu as la chance de voyager à l'étranger, tu te retrouves dans une autre configuration où tu vois des gens qui se contentent de ce qu'ils ont. Et toi, tu dis, mais attends, moi, je suis en train de me prendre la tête parce que si, ça, alors que je suis en train d'être accueilli par des gens qui ont presque rien, ils sont en train de se tuer pour me donner une boisson et trucs. Et là, tu relativises, et quand tu rentres chez toi, tu dis, mais non, je ne suis pas dans une situation d'échec, je suis juste dans une période de difficulté qu'il faut que je surmonte.
Toi, tu as vécu ça, tu as expérimenté ça. Ah, plein de fois. Ouais. Et ça te remet d'aplomb, quoi. Plein de fois. Par Ouais. exemple, moi, je suis en région parisienne. Et bon, tu vois, la capitale, c'est quelque chose de speed, quoi, tu vois. Il faut que tu vois là, t'as ta femme, t'as tes enfants, t'as ton activité, t'as tes charges, t'as ta maison, t'as tout ça. Et puis, t'es en train de te débrouiller pour ton travail et tout. C'est T'es en train de fatigant. te battre et peut-être que là, t'as un problème pour payer ta traite ou pour payer ça. Tu calcules pour partir en vacances et tout. Puis un jour, tu rencontres quelqu'un qui dit, ah bah écoute, moi, ça m'est arrivé. Je rencontre quelqu'un qui vient me voir dans le métro, qui me dit, ah ouais, ah, la brigade et tout, je kiffais ce que tu as vu, ce que tu as fait et tout, nanani, etc. Et puis on est assis et tout, il me parle. Et puis après, plus on va, tu sais, moi je viens du Congo. Pendant la guerre, il y a un missile qui est rentré dans ma maison et j'ai perdu ma jambe. Je me dis, oh, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr. Je veux dire, moi je suis là, je prends mon RER, je suis peut-être dans mes pensées, et puis je suis abordé par quelqu'un qui me dit que déjà il a écouté ce que j'ai fait, donc c'est déjà super gratifiant. Et accessoirement, il te dit, bah, j'étais chez moi tranquille, il y a une bombe qui est arrivée chez moi et j'ai perdu ma jambe. Mm. Tu vois, et il me dit ça d'une façon très détachée, et puis il me dit, ah, mais la brigade, ça a tué, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, tu te rends compte que malgré ce qu'il a vécu, il est là, il discute Il est avec là, toi, discuter avec moi, et, Ouais. et puis après, on s'est revus, puis voilà, quoi, tu vois. Et je me dis, c'est pour ça que la notion d'échec, elle est relative. Est-ce que moi, peut-être si j'étais dans sa situation, est-ce que j'aurais pu surmonter ça? Mm. Ou tu vois, quand tu prends des gens qui sont handicapés, et puis qui font des exploits dans le sport, etc., Ouais. que moi-même valide, je ne ferai pas. C'est fou, ça. C'est Ouais. fou. Ouais. Et il y en a certains qui te disent, ben, finalement, ma situation, elle m'a permis d'atteindre des états et des états de motivation et même de vivre des choses que je n'aurais jamais pu vivre si j'avais Mm. été un simple valide parce que bah, ça m'a transcendé, quoi, tu Ouais. vois. Ça lui a donné envie de se Ça battre. voilà, et Ouais. donc ça devient des champions du monde ou des Paralympiques, etc. Et qui te disent, bah, je pense que si j'avais pas de ce premier événement qui aurait pu être vécu comme un échec, et ben il y a quelque chose de bien qui sort et je suis un athlète de haut niveau, que je vis des choses magnifiques, etc. Ouais. Moi, je m'évertue toujours à garder cette phrase de Mandela parce que, pour le Ouais. coup, sa vie est un exemple. C'est pas juste un philosophe qui jette une phrase comme ça en l'air. C'est que quand tu regardes sa vie, il a éprouvé cette Ouais. maxime de Ouais. dire soit tu gagnes, soit tu apprends. Mm. Le mec, il passe quand même 27 ans en prison. Ouais, c'est ça. Il sort, il est président de son pays. Ouais. Mais ça lui a pris 27 ans. Ouais. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Ouais. Donc, il y a la théorie puis la pratique. Et donc, je me dis, OK, si lui, il dit ça, c'est qu'il a une raison de le dire. Et puis, il le prouve, tu vois. Quelqu'un qui a été criminalisé, qui a été mis en prison à une époque, qui sort et qui devient président, Ouais. ça relève. Putain, si on l'avait fait dans un film, on serait dit, ouais, c'est un peu exagéré, Ouais. sauf que c'est la vraie vie. Et donc, moi, c'est comme ça que j'essaie d'aborder la chose, en me disant que, bon, soit tu réussis dans le sens où tu atteins les objectifs que tu t'es fixés, ou soit si tu n'y arrives pas, il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Ouais. Ouais. Et souvent, c'est vrai. Mm. Souvent, tu dis, ah, là, j'ai foiré ça. Et puis, bon, t'accuses le coup, hein, forcément. Tu te dis, ah. Mais avec un peu de recul, et souvent, c'est le temps qui fait ça, tu dis, mais en fait, quand j'étais en situation là et j'étais peut-être down, mais en fait, c'est ça qui m'a fait apprendre qu'après, j'ai fait ça ou Ouais. ça. Ou même, ça peut être un conseil que tu vas donner à quelqu'un qui va venir, ah, tu sais, Frédéric, la dernière fois, quand tu m'as dit ça, en fait, ça a retenti dans mon esprit et j'ai fait ça et ça a marché pour moi. Ouais. Ça peut être pour toi, mais ça peut être pour d'autres personnes, tu vois. Et donc, c'est ce que j'essaie de garder comme maxime, de me dire, la vie, c'est une succession de hauts et de bas et il faut savoir composer avec les deux. Et c'est ça qui fait, c'est ça qui fait la beauté de ton existence, quoi, tu vois. Ce serait quoi ton plus bel échec? Le moment justement où il y a un truc qui a foiré et ça t'a emmené dans une zone comme ça différente que t'as apprécié. On a cet exemple, c'est vrai, sur des interviews où des intervenants sont allés vers un truc qu'ils avaient envie de faire, puis ils sont revenus, finalement, ils ont vécu ce truc-là, et puis ça n'a peut-être pas fonctionné, ils sont revenus effectivement vers leurs premiers amours, vers ce pourquoi ils sont fondamentalement faits. Alors, c'est vrai que tu dis ça parce que quand moi j'ai créé, enfin, moi je suis parti, ma femme est ivoirienne, je suis parti en Côte d'Ivoire. Et la première fois que je pars en Côte d'Ivoire, je suis subjugué par la qualité du travail des artisans, notamment dans la couture.
Et tout de suite, j'ai une idée. Je me dis, attends, on va prendre les pannes, on va faire des ensembles un peu quinri et tout. Et en fait, je me lance là-dedans et tout. Je crée la marque, je fais de la com, j'arrive à avoir des photos avec Econ, avec Camille Léonard et tout et tout. Je fais des salons et à la limite, là où j'ai pêché, c'est que j'avais fait des sacs à main et que j'avais vendu super bien. Mais j'ai pas eu cette clairvoyance de me dire, regarde, là, t'as fait, je sais pas, 40 sacs à main, tout est parti. Et moi, je suis resté dans mon game de faire des pantalons, des vestes, des trucs comme ça. Ça, c'est un vrai échec. Mais quelque part, tu n'avais peut-être pas hyper envie. C'est pas les sacs à main que tu avais envie de faire le plus. Non, c'est pas des sacs. Parce que moi, je faisais ce que moi, j'avais envie de porter. Ouais. Mais si j'avais été accompagné de quelqu'un de moins émotionnel dans ça, il m'aurait simplement dit, mais regarde, là, tu as fait tant d'ensemble, tu en as vendu 3, tu as fait 40 sacs à main et tu en as vendu 35. Ouais. Tu vois, et là, c'est une vraie faute de gestion et de business et de stratégie. J'aurais dû percuter et me dire, ah ouais, j'aurais dû faire ça. Et quelques années après, quand j'étais en gestion d'un magasin qui vendait des produits culturels africains et autres, et tout, des livres, des sacs. J'ai vu qu'effectivement, tout ce qui était sac féminin, ça partait bien. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, tu vois, si à l'époque, soit 10-15 ans avant, tu avais percuté là-dessus, tu serais peut-être ailleurs, parce qu'en plus, quand je te dis il y a 10-15 ans, le wax, il n'était pas aussi populaire que maintenant. Et ça, c'est un vrai échec. Parce que j'ai pas réussi à avoir cette clairvoyance. Puis dans la musique aussi, tu vois. Quand j'ai arrêté la musique, j'étais sur les puces de Clignancourt, donc on avait un stand et tout, ça s'est super bien passé. Mais j'ai pas su peut-être mettre à profit les connaissances que j'avais emmagasinées avec la brigade en indépendant et à travers les maisons de disques. Ouais. Tu vois, ça, c'est des choses, malgré tout, tu peux dire, voilà ce qu'on a fait en indépendant, voilà ce qu'on a fait, voilà. Et peut-être faire quelque chose qui dit, voilà mon parcours, peut-être que tu peux aller, informer les jeunes structures, des labels pour dire, attention, alors les maisons de disques, c'est bien, mais peut-être que c'est préférable de vendre moins, mais de gagner plus sur un CD, parce que quand tu es un artiste et tu vends 100 000, mais que tu touches peut-être 1 euro parce que tous les frais repris, alors que quand tu es un artiste et que tu touches vraiment les 10 euros sur chacun des CD, comme le faisait par exemple Alpha 520, le rapport n'est pas le même. Ah ouais. Tu sais, quand je te dis gagner ou apprendre, ça veut dire j'ai appris des choses et peut-être que j'ai échoué dans le sens de la transmission. Après, je vois, il n'est pas trop tard. Déjà, non. Et puis je pense que c'est des choses que tu as besoin aussi peut-être de digérer, d'apprendre et de se rendre compte. Toujours la puissance du recul et de la hauteur de vue quand tu vis une expérience. Et c'est hyper intéressant parce qu'encore une fois, pour certains artistes, signer en major, ça va être une finalité. Ils vont avoir l'impression que ça y est, ça décolle. Et en fait, ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que tu as le sentiment, toi, qu'il y a un petit peu une forme d'échec dans l'industrie musicale aujourd'hui par rapport à la considération qu'on a envers les artistes? Alors, moi, de mon point de vue, ce que je constate, c'est que maintenant, tu peux aisément faire ce que tu veux sans être forcément dans le devant de la scène, c'est-à-dire des artistes les plus connus, mais aisément en tirer un revenu, être sous les radars, pas forcément le mec le plus connu, mais vivre de ta musique. Ouais. Tu vois, moi, je reviens, même si j'ai un petit passif avec la brigade, mais ça date et je peux, avec les connaissances que j'ai apprises, c'est-à-dire du fait de gérer un magasin, du fait de savoir ce que le merchandising, ça peut faire, etc., me dire, je peux développer une économie. Alors oui, je ne serai pas connu de la ménagère, mais des gens qui aiment le type de rap que je fais, à moi d'aller les chercher et d'essayer de faire quelque chose. Ouais. Tu vois ? Et tu vois, je suis invité dans ton podcast, je viens avec grand plaisir. Ce week-end, j'étais à Rouen pour faire 2 journées de rencontres et ça s'est super bien passé. Je peux parler librement, j'ai pas de pression, j'ai pas à me dire ouais, mais si je dis ça, peut-être que on est dans totale liberté et on échange. Tu m'apprends des choses, je t'apprends des choses et tout ça parce que j'ai sorti un CD il y a quelque temps
Et voilà, et mon agenda commence à se remplir, etc., avec des initiatives comme ça de part et d'autre. Et je me dis que, bah, en fait, c'est tout à fait possible de faire ce que tu aimes faire. Il faut juste que tu sois en collaboration avec des gens qui sont dans le même mood que toi, qui te proposent des choses, et puis les énergies se rassemblent, et puis les choses se font, tu vois. Ouais. Alors après, moi, j'ai eu un peu ma dose d'exposition médiatique, etc. C'est pas forcément des choses qui sont... Alors c'est bien, parce que quand tu es jeune, tu penses à ça, mais quand tu as un peu de recul, tu dis, c'est pas forcément super intéressant. Ouais, il y a des choses Tu vois, que il y a des t'as- choses qui sont pas, sans vouloir faire la victime, parce non, que bien sûr. c'est bien quand tu fais du rap ou quand tu es artiste, tu demandes à être au devant de la scène. Mais quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe ces derniers temps, quand Ouais. on voit ceux qui sont en haut, comment ils se comportent, et souvent il y en a plein qui, du jour au lendemain, ils arrêtent et ils disparaissent des radars, c'est que c'est pas forcément quelque chose de facile à porter, d'être tout le temps à pied, encore moins à cette époque-là, tu vois. Ouais, ouais. Moi, quand je marche dans la rue, personne ne me calcule. C'est-à-dire que si je vais acheter, si demain je rentre dans un Franprix, je prends un morceau de pain avec un thon à la catalane, personne ne va me dire, ah, Théma, il mange un... Ah, regarde sa voiture, il roule en Zafira. Ah, tu vois, je passe Ouais. tranquille. Alors que quand tu es épié tout le temps, maintenant avec les réseaux sociaux, le moindre truc que tu peux faire, ça se retrouve sur les réseaux. Regarde ce Ouais, qu'il a ouais. fait. C'est interprété, C'est interprété et décodé. tout, et donc c'est une forme d'aliénation qui est pas facile à vivre, quoi. Surtout quand tu as un entourage, quand tu as ta femme, tes enfants. Alors que quand tu restes libre et que tu peux vivre de ce que tu aimes, ben, c'est mieux, tu vois. Ouais, ouais. Moi, je suis pas à la recherche de cette médiatisation parce que je connais un peu les travers que ça peut impliquer. Mais par contre, vivre de ce que tu aimes faire, ouais, pour moi, c'est l'un des plus grands luxes, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a un trait de ta personnalité dont tu te méfies et qui pourrait être peut-être responsable d'un prochain truc qui pourrait peut-être foirer? Ben, disons que je suis un vrai Gémeaux et que je peux m'énerver très rapidement, en fait. C'est-à-dire que normalement, je suis calme. Il y a des fois, je me suis vu m'énerver en sachant que je me dis, il faut pas que tu t'énerves, mais tu vois, avec là, j'essaie de travailler dessus. Et parce que c'est jamais bon de s'énerver, parce Ouais. qu'on perd le contrôle de la situation dans tous les cas de figure, tu vois. Et que souvent, avec le recul, on se dit, ah, j'aurais pas dû faire ça. Ouais, Ah, tu vois. finalement, Non, tu as finalement, récolté plus du négatif que du positif. bah, le propre de se laisser déborder par les émotions, c'est que ta raison est mise de côté et que tu fais pas forcément ce que tu aurais dû faire, tu vois. Euh, alors que si tu t'essaies, le plus difficile, c'est toujours de rester raisonné, d'avoir le recul sur les choses. Bon, et là, il fait ça, c'est pas grave, temporiser et tout. Ouais, Mais bon, c'est toujours facile à dire et des fois, tu te laisses emporter. Donc, c'est ce sur quoi je travaille beaucoup. J'essaie peut-être des fois de me dire, bon, il y a ça, laisse couler. Ouais, Laisse respire. passer 24 heures, 48 heures. Tu vois, le temps est un bon conseiller. t'as une arme contre ça? Pardon. Ouais, c'est de me dire, laisse couler. Ouais. Tais-toi, ferme tout, ferme ta bouche, ferme Ouais. tes oreilles, ferme tes yeux, temporise. Alors, des fois, ça peut être juste une temporisation d'une heure. Des fois, ça peut nécessiter 24 heures, 48 heures. Réagis pas à chaud. Ouais. Alors qu'il y a des fois, j'ai réagi à chaud, alors que, tu vois, et puis après, quand tu redescends, tu dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Et professionnellement, ça, tu l'as ressenti des fois où tu t'es un peu, t'as perdu le contrôle un petit peu, tu t'es. Bah ouais, Ouais, il y a ouais. des fois, tu vas dire, mais attends, je vais lui dire ça. En mode, je vais être franc avec lui, Ouais. mais c'est peut-être pas, tu vas peut-être pas avoir les bons termes pour lui dire. Parce que la forme compte autant que le fond, tu Bien vois. sûr. Alors que si tu prends du recul, tu reviens, tu dis, écoute, la dernière fois, je trouve que ça, à 200%, ça fonctionne comme ça. Ouais, bien sûr. Si là, je te fais quelque chose, je te gueule dessus, je dis, ah, mais Frédéric, c'est pas possible, qu'est-ce que... Tu vas pas m'écouter. Et toi, tu vas me dire, ah, mais Outil, toi, tu fatigues. Alors que si je prends le temps, je dis, tu sais, écoute, la dernière fois, quand tu m'as dit ça, je trouve que c'était pas très élégant. En plus, moi, je l'ai mal pris et tout. Tu vas me dire, ah, je suis désolé et tout. Le problème, il est réglé. Alors que si je monte, toi, tu vas monter, on va monter. Ouais. Ça sert à rien, tu vois. C'est le propre de la sagesse quand on se moque beaucoup de, ah, il est sage et tout. Mais c'est le propre de la sagesse de se dire, de prendre en compte tous les éléments de la situation et de se dire, c'est pas nécessaire. Ouais. Ou de dire, ah oui, là, il faut que je lui dise, mais il faut que je lui dise de façon à ce qu'il comprenne, tu vois. Alors que quand tu es à chaud comme ça, tu foires Ouais. tout, en vrai, tu vois. Je suis d'accord, c'est quelque chose qu'on a expérimenté, que j'ai expérimenté aussi l'année dernière.
Je suis Gémeaux comme toi. J'ai eu des problèmes de colère très jeune. Ouais. Et effectivement, je me suis rendu compte comme toi que en parlant calmement aux gens, en leur souriant, en étant posé, peut-être en parlant moins fort qu'eux, ça fait redescendre le truc. Et c'est là que tu te rends compte que la communication, c'est important et ça, tu l'acquiers avec l'expérience. Mais comme je te dis, je voudrais pas faire non plus le moine Shaolin. Des fois, ça m'arrive dur. de me dire C'est dur. ça m'énerve là, Bah tu ouais. vois. C'est comme quand tu vois les gens s'énerver, tu es du côté passager, tu vois la personne qui conduit la Oui. voiture, elle s'énerve, tu as envie de Ouais. dire mais pourquoi tu t'énerves? Ouais. Alors que toi, peut-être que si tu étais à sa place, tu t'énerverais tout autant, tu vois. Exactement. Donc voilà, mais on essaie de se prévenir de ce genre de Ouais. comportements parce qu'ils sont inutiles. Et en plus, bon voilà, le principal, c'est d'essayer de garder le contrôle sur les choses et puis de s'attarder sur les choses qui valent la peine. Ça, c'est un vrai échec, par exemple, de Ouais. perdre du temps sur des choses qui sont inutiles, qui ne t'apportent rien, si ce n'est de la némosité, de l'aigreur, etc., etc. Qui sont mauvaises en plus. Mauvaises pour toi et peut-être les aborder d'une autre façon, quoi, tu vois. Et je sais plus, il y a une citation comme ça qui dit si vous avez un doute, si vous vous demandez si la colère est bonne ou mauvaise, regardez ce que vous ressentez quand vous êtes en colère. Ouais. C'est vrai que c'est douloureux d'être en colère, Ouais. c'est pas que du défoulement. Est-ce que toi, tu as un conseil? Tout à l'heure, tu parlais de Nelson Mandela. Mhm. Et effectivement, cette citation, elle a beaucoup de force et beaucoup de poids par rapport à son histoire. Est-ce que toi, tu as un conseil que tu donnerais, ou que tu donnes peut-être aujourd'hui, je sais pas, peut-être à tes enfants ou à un ami, quand ils traversent voilà, un moment où tu te dis je suis fatigué, il y a un truc qui marche pas, ou il y a un truc qui a un peu foiré, pour continuer d'avancer? Bah, moi, il y a une phrase que je dis tout le temps à mes enfants, c'est que je vous en voudrais jamais d'avoir échoué. Par contre, je vous en voudrais de ne pas avoir essayé. Ouais. C'est-à-dire que moi, je pousse mes enfants à ce qu'ils tentent les choses. Et le résultat m'importe peu. Et réellement. Alors après, tu vas dire, ah oui, tu as eu ton permis, tu n'as pas eu ton permis, tu as eu ton bac, tu n'as pas eu ton bac. En vrai, tout ça, je m'en fous. Moi, je veux c'est qu'ils tentent les choses. Ouais. Parce que pour réussir, il faut juste essayer. Moi, des fois, je me suis lancé dans des trucs où c'était presque perdu d'avance, mais j'étais tellement dans la naïveté et dans l'inconscience de ce à quoi je m'attaquais, qu'au final, on a réussi, quoi. Ouais. Mais que c'est vraiment la naïveté, quoi. Tu vois, c'est vrai. Je te donne 2 exemples. Le premier exemple, c'est le Cercle de la haine. Ouais. Tu y pensais? On fait un CD en mode film et puis on se dit, bon, vas-y, on va faire le film. Mais on s'est dit, on va faire le film comme on s'est dit, on va faire 3 clips les uns là. Non, tu fais un film, c'est compliqué. C'est long, ça coûte de l'argent, ces trucs. Et on s'est retrouvés dans un bordel avec Xavier Morane. On était nuit et jour ensemble pendant 1 an, voire plus, pour sortir le Cercle de la haine. Si bien qu'une fois que c'est sorti, quand je regarde derrière et tu me dis, refais la même chose, je te dis non. C'était épuisant. C'était épuisant. Et un autre exemple, plus personnel, avec ma femme, on achète une maison et tout. Et on se dit, alors moi, je ne suis pas du tout bricoleur, mais la maison, il y a bête de potentiel. Et je me dis, vas-y, je vais faire les travaux. Ça va me prendre 2 mois. Ça m'a pris 2 ans. Mais dans ma tête, j'étais convaincu que ça prendrait 2 mois. Ça veut dire que là, on est en juillet. Je disais, je vais finir en septembre. Et quand j'arrivais pas en septembre, je disais, c'est pas grave, je vais finir en décembre. Et en décembre, je me disais, pour février, c'est cuit. Et en fait, c'était inconscient. Je me disais, et ça m'a pris 2 ans. Mais quand j'avais pris la maison, tu m'as dit, il y a 2 ans de travaux, mais jamais de la vie, je le fais. Et finalement, est-ce que tu en es content de ce que tu as fait en 2 ans? D'une, je suis content de ce que j'ai fait en 2 ans. De 2, ça m'a... Avant d'attaquer la maison, je ne savais même pas ouvrir une canette de coca. Là, maintenant, je fais n'importe quel travaux chez moi. C'est pas que je suis un pro, mais j'ai peur de rien. Parce que quand tu fais 2 ans de travaux comme un néophyte et comme cette inconscience aussi, tu regardes les tutos. Je me souviens un truc, je fais une porte et tout. Je casse un mur et puis je fais un mur en placo avec une porte. Et il y a mon ancien voisin qui est super bricoleur. Il me dit, putain, t'as fait la porte, mais t'as pas eu un problème d'angle? Je dis, non. Tu vois, pour moi, j'attaquais ça tellement de façon simple que toutes les difficultés m'ont paru... je les ai pas rencontrées, ou bien si j'en rencontre une, je me dis, vas-y, je vais me prendre un peu la tête. Et au final, ce qui pourrait être vécu, c'est ce que je te disais, ce qui pourrait être vécu comme un échec, parce que quand tu dis tu vas faire des travaux pendant 2 mois, tu te retrouves 2 ans après à toujours pas pouvoir investir la maison, on pourrait dire, mais ça t'a coûté ton truc, là, est-ce que c'était pas plus simple? Je dis, ouais,
Mais en tout cas, j'ai appris. Ouais. J'ai appris à faire une cuisine, une salle de bain, à faire un peu technique, mais tu vois, enfin bref, j'ai appris à faire pas mal de choses dans une maison. Alors qu'avant, je te dis franchement, même rentrer à Leroy Merlin, je savais pas quoi faire, quoi. Ouais, je comprends. Donc là, j'ai appris. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, là, il y a une dichotomie. Quand tu parles du cercle de la haine, tu te rends compte que ce que tu as récolté ne valait peut-être... Alors, c'est une question, je n'ai pas la réponse. Ne valait peut-être pas le temps que vous y avez passé. Et alors que la maison, maintenant, c'est là où certainement tu vis et où vous êtes ensemble très bien dedans. Et là, ça t'a apporté quelque chose de peut-être plus concret. Non, parce que le cercle de la haine aussi, ça a été un succès. Ça a été parsemé d'embûches aussi, tu vois. Mais je suis très fier d'avoir fait ça parce que justement, on a fourni quelque chose en vidéo avec nos moyens, alors qui n'est pas exempt de tout reproche, parce qu'il y a plein d'imperfections. Mais quand je regarde ça, je me dis quand même, on est parti d'une idée. Ensuite, on est parti d'un CD. Et après, on l'a rendu en vidéo avec, dans le support des jeux d'acteurs, il y a même une scène d'amour avec Fredo, enfin des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. On a Gérard Depardieu en interview, on a T.O.K., on a Booba, Psychiatre de la Rime, NTM, les Nubians, tu vois, et on s'est dit, putain, c'est nous qui avons fait ça. Alors oui, on a sous-estimé l'effort que c'était. Oui, on n'est peut-être pas au niveau où on pensait être, mais on a fourni quelque chose, tu vois. Et oui, c'était compliqué parce que des fois, on n'avait plus d'argent pour trucs et qu'on a dû bricoler des fois pour boucler les choses, mais qu'au final, le projet, il a été fait et que l'une de mes fiertés, c'est quand, tu vois, j'invite mes gens, ma femme, mes enfants, ma mère, ma belle-mère, à regarder le Cercle de la haine à l'UGC. L'UGC de Cours-Saint-Émilion, tu vois. Et on est dans une grande salle de cinéma et on projette mon film. Un film qu'on a bricolé, etc. Mais sauf que les gens qui sont là, c'est un film projeté dans une grosse salle de cinéma. Et ça, je l'ai vécu, je l'ai fait. Et pour moi, c'est un aboutissement. Et maintenant, je sais que quand tu t'attaques à un truc comme ça, ça prend du temps. C'était un super projet. Moi. Et puis, à titre personnel, c'est parmi tes textes les plus puissants. Vraiment, le Cercle de la haine, il y a des textes incroyables. Moi, c'est quelque chose dans ta musique que j'ai toujours ressenti. Il y a une hauteur de vue, il y a de la psychologie, il y a de la sociologie, il y a une analyse qui est un peu au-dessus comme ça, qui regarde et qui comprend les rouages. Et c'est toujours quelque chose dans ta musique que j'ai toujours apprécié. Est-ce que toi, tu as un échec, entre guillemets, mais quelque chose avec lequel tu te lèves tous les matins, un truc que tu regrettes peut-être un petit peu? Je pense que j'aurais aimé, peut-être plus jeune, avoir peut-être plus de conseils sur tout ce qui est investissement. Moi, j'ai jamais été dépensier, tu vois. C'est-à-dire que même quand j'ai signé, quand on avait un peu d'argent et tout, je me suis jamais acheté de grosses voitures, je comprends. J'ai toujours pris les transports et tout, ça m'a jamais dérangé, parce que c'est comme ça que j'étais. Mais je pense que si j'avais été un peu mieux entouré, un peu mieux conseillé, plus jeune, j'aurais peut-être investi plus tôt dans l'immobilier, j'aurais acheté peut-être plus d'appartements. À l'époque, ça valait pas grand-chose. Et donc, j'aurais été plutôt rentier avec une situation financière un peu mieux. Je pense qu'il y a pas mal de choses que j'aurais voulu tenter étant plus jeune, mais en même temps, comme la musique m'a happé assez rapidement, parce que moi, j'étais à l'école, poursuivais mes études de façon tout à fait normale, et puis au moment où j'arrive en maîtrise, c'est au moment où on commence à enregistrer les 16 rimes, etc., et que ça commence à devenir envahissant. Ah oui, t'arrivais en maîtrise au moment de 16 rimes. Ouais, au moment où on enregistre tout ce qui est 16 rimes, officiel. Moi, je suis à la fac, je suis en maîtrise. Mais j'arrive plus à suivre, quoi, parce qu'il y a des studios la nuit, le jour, on fait des trucs. C'est-à-dire, des fois, j'arrive en cours, contrôle, je ne sais même pas de quoi il s'agit. J'ai mon pote qui me dit, bon, vas-y, regarde tout ce que je... Et ma dernière année était complètement foirée, quoi, parce que j'étais pas là, j'étais pas attentif, j'étais à l'ouest, j'arrivais dans les trucs, je copiais, mais vraiment bêtement, comme un perroquet, ce qui marquait. Et donc, c'est là où j'ai arrêté. Mais c'est vrai que, j'allais dire, moi, j'aurais voulu vivre aux États-Unis, mais au moment où je suis aux États-Unis, Fredo qui me dit, ouais, il y a un truc qui se passe quand tu reviens, tu vas voir, il y a un groupe et c'est là où se forme la brigade. Donc, quand je reviens, j'intègre la brigade. Et après, une fois que la musique s'arrête, je suis sur les puces, aux puces de Clignancourt. On fait en même temps... Donc, en fait, je me dis, ouais, j'aurais voulu peut-être faire plus de choses, mais à chaque fois, j'avais une activité qui me... Et pareil pour les vêtements, etc. J'ai toujours été dans une dynamique de créer des choses.
Alors, en réalité, peut-être que, ouais, si à l'époque, j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit, ben écoute, regarde, tu gagnes un peu d'argent là, essaye de voir si tu peux mettre ça dans l'immobilier, etc. Acheter même un petit studio, un petit truc là, un petit truc là. Je pense que ouais, ça aurait été un gros atout pour... c'est des choses que j'ai fait après, mais si je l'avais fait à l'époque, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses, quoi. Après, tu as été beaucoup en mouvement. Hein. Tu as toujours fait des choses. Ouais, j'ai toujours... après, c'est vrai qu'on est toujours assez critique sur son parcours. J'ai fait pas mal de choses. Et même si ça n'a pas réussi, ce que je dis toujours à mes enfants, ce qui compte, c'est l'expérience. Pas l'expérience en termes de sagesse des années, mais ce que tu fais. Et moi, je suis friand d'expérience, en fait, tu vois. La dernière fois, j'étais avec une amie, je l'aidais dans son food truck. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, alors, c'est une expérience. J'ai envie d'être là, de voir que, tu vois, comment ça se passe, je kiffe, tu vois. Et des gens me disent, ouais, l'expérience. Tu vois, moi, j'aime vivre des choses, j'aime expérimenter les choses, j'aime vivre des situations. Et ça, c'est la plus belle des choses, tu vois, me dire que, bah écoute, t'as vu, malgré mon âge, c'est la première fois que je suis dans un food truck où je travaille dans un truc, et c'est magnifique, tu vois. Bah, c'est ce que je dis à mes enfants, c'est souciez-vous de l'expérience. Comme je dis, moi, ce qui m'intéresse, la finalité, ça m'intéresse pas. Vous réussissez pas, à la limite, ça, c'est votre truc à vous. Par contre, commencez et vivez une expérience. Si tu as fait ça, tu sais, c'est comme un peu quand tu... Après quelques années, tu te rappelles, tu dis, tu te souviens quand on a fait cette connerie, puis après, moi, je me suis cassé la jambe, après, tu te souviens, on s'est fait défoncer par les parents. Tu rigoles. C'est une expérience. Quand tu es sur le fait, là, tu dis, c'est pas agréable, mais après, tu dis, ouais, c'est quand même une expérience, et après, t'en rigoles. Et donc, ce qui fait la vie, ce qui fait que la vie vaut le coup d'être vécue, c'est ces expériences-là. C'est de se dire, j'ai une idée, j'aimerais bien faire ça, d'avoir le courage de le faire, ou la lucidité de le faire, parce que des idées, tout le monde en a, mais ceux qui les font, il y en a très peu. C'est vrai. Et donc, juste d'avoir se dire, vas-y, j'ai envie de traverser le désert. J'y vais. Dépasser la peur et se dire... Ne serait-ce que ça, il y en a très peu qui le font. Et puis un jour, tu vas rencontrer un mec, tu t'as fait quoi le mois dernier? J'ai traversé le désert. Pourquoi? J'avais envie de le faire. Ok. Et ça tue et tout. Et puis finalement, j'ai un parcours. Et maintenant, je vais amener des gens avec moi pour traverser le désert. C'est mon métier. Tu vois ce que je veux dire? C'est génial parce que en fait, tu encourages aussi à la curiosité et à l'expérience de vie. C'est vraiment genre la vie, c'est ça surtout. Vivre des choses. Vivre des choses et être conscient qu'on peut pas tout réussir. Alors, il y a peut-être quelques personnes qui réussissent d'emblée tout ce qu'elles font. Tant mieux pour elles. Mais on va pas. Mais par contre, l'expérience, c'est mortel. Tu vois, c'est moi quand j'étais aux États-Unis la première fois. Je me suis retrouvé avec la police qui arrive devant chez moi. Ils me prenaient pour un dealer. Je me suis fait virer de l'endroit où j'étais, dans le Queens, à 2 doigts d'être tout seul dans la rue. J'appelle, on m'héberge, on truc. Baltimore, je suis obligé de partir. Il m'est arrivé tout un tas de trucs. Mais ça m'a créé une expérience. Et même si sur le coup, je me dis, putain, c'est chaud, mais en fait, ça te crée une expérience. Maintenant, quand je raconte ça, les gens disent, ouais, quand même. Ouais. Alors que si j'étais resté, je sais pas, 3 mois dans un hôtel 3 étoiles, tranquille, au cœur de Manhattan, ça n'aurait pas été le même game, tu vois. Le résultat compte peu. C'est l'expérience qui prime. Et puis, si vous avez des idées ou des envies, lancez-vous. Parce que pour réussir, il faut essayer. Personne n'a jamais réussi en n'essayant pas. Bien sûr. Donc, voilà. Qu'est-ce qui pourrait, d'après toi, être mieux aujourd'hui dans ta vie ou qu'est-ce qui pourrait être pire? Alors pire, j'aurais pu mourir d'une double embolie pulmonaire en décembre 2022 déjà. Sympa comme expérience. Ouais. Donc, j'étais en réa et tout, etc. Et même si je fanfaronnais, tu vois, j'aurais pu y passer. Donc j'aurais pas été là avec toi. J'aurais pas pu sortir Bring the Beat Bag. J'aurais pas pu profiter une fois de mes enfants. J'aurais pas pu voir mon fils avoir son permis, conduire sa voiture et tout, etc. Donc ça, c'est le pire qui aurait pu m'arriver, parce qu'effectivement, perdre les gens qu'on aime, je pense que c'est dur à vivre. Et pour l'instant, tous ceux qui sont autour de moi sont en bonne santé, donc ça, c'est la meilleure des choses. La dimension du pire est aussi large que la dimension du meilleur. Parce que le pire, tout est... Je ne veux pas le citer parce que le pire varie, mais le meilleur aussi, j'aurais pu dire, regarde, je sors Bring the Beat Back et le single, il pète. Mais en vérité, pour être honnête avec toi, ce que je vis en ce moment,
à mon âge, à 49 ans, de pouvoir continuer à faire de la musique, de pouvoir fédérer autour de moi des gens qui font avec moi, parce que il y a énormément de personnes autour de moi pour faire ce disque-là, de voir que je continue à faire des concerts, que je continue à recevoir des messages des gens qui me disent quand t'as dit ça, ça tue, que je continue à rencontrer des gens qui me sortent mes lyrics. Tout à l'heure, tu m'as dit mes yeux sont teintés de rouge, mes yeux sont teintés de rage. Ça, c'est ma fierté. Et tu vois, moi, je suis pas trop dans les métaverses, dans me dire j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, parce que en fait, tu te bousilles le temps. Tu vois, parce que j'ai beaucoup d'amis à moi qui me disent j'aimerais bien être comme ça. Je lui dis, tu sais, dans 10 ans, tu vas regarder une photo de toi et tu vas dire finalement, j'étais bien. Et dans 10 ans après, tu vas regarder une photo de toi, tu vas dire finalement, j'étais bien. Mais sauf que c'est 10 ans trop tard, tu vas pas savourer ce temps-là. Donc, profite de ton temps. Alors oui, peut-être que t'es pas au poids que tu désirais être. Alors peut-être que toi, t'es pas au niveau que tu devrais être, au niveau du sport, au niveau ci, au niveau ça. Mais sache que il y a pire et il y a mieux. Vis ta vie, tu vois, et profite. Tu vois, c'est comme quand tu vas dans certaines contrées reculées et que les gens, ils ont le sourire. Tu vois, moi, je me souviens quand on a tourné le clip Brigadier Sabari en Afrique du Sud. Donc, je resitue avec Pierre-Paul Jacques. Avec Pierre-Paul Jacques. 2000 peut-être 2000. Ouais, 2000 exactement. On arrive en Afrique du Sud. Alors moi, c'est ma première fois que j'arrive en Afrique. Donc, tu vois, l'Afrique du Sud, c'est un peu particulier comme coin. Surtout quand t'es noir. Et on arrive, en fait, c'est septembre, il caille. Moi, je suis venu qu'en débardeur et tout. Ouais. Et en fait, je suis pas du tout au courant parce que je ne me suis pas du tout informé. On est dans l'hémisphère, tout en bas de l'hémisphère sud, enfin, ce qu'on appelle l'hémisphère sud. Et en fait, il caille. Et en fait, on est dans les favelas et je me rends compte que que je joue avec les enfants et j'en prends sur mes bras et je sens qu'ils tremblotent, en fait. Ils ont froid. Ils tremblotent. Mais ils jouent. Il joue avec toi, il sourit, etc. Et je me dis, mais tu te rends compte? Moi aussi, je suis en train de cailler, parce que moi, j'ai que des t-shirts, des débardeurs et tout. Mais les enfants, ils jouent avec toi, et ils ont froid aussi, sauf qu'ils ne le manifestent pas. Mais quand je le prends dans mes bras, je sens que le petit peu, il est en train de trembloter de froid, tu vois. Je me dis, tu vois, il y a deux façons de voir. Soit tu restes sur toi, dans ta couverture, et tu dis, je caille, c'est galère, ou soit tu cailles, ok, et tu vis. Et ça, c'est des leçons tout le temps, tu vois. C'est des leçons que tu vois, ce petit-là m'a appris. Parce qu'avant de le prendre dans mes bras, je ne sais pas qui caille. Moi, je le voyais avec son... Mais en fait, non, il est en train de cailler pareil que moi. Sauf que lui, il n'en fait pas toute une histoire, quoi, tu vois. Et je pense que la vie, c'est ça. C'est une belle leçon. La vie, c'est de se dire, il fait froid, il fait froid. On y va quand même. Ouais. Tu vois. Et puis, quand tu es dans un groupe comme ça et que tu sais que tout le monde a froid, mais que tout le monde, tu dis, ok, let's go. Après, des fois, tu peux te sentir un peu plus seul et tu trembles dans ton coin, mais sache qu'il y a des gens quand même qui ont froid et qui résistent au froid. Et voilà, il faut juste un peu relever la tête et supporter le froid un moment. Et puis après, tu vas pouvoir continuer. Quoi. Pour finir, peut-être avec une note un peu légère, est-ce que tu as un petit top 3 de fail un petit peu rigolo, que ce soit métier ou pas? Ah oui, oh là là. Alors, métier... Un gros fail, mais vraiment de fou. Alors déjà, il y en a deux, mais il y en a... J'avais fait un son avec un ami à moi, Dawan, un featuring avec Nak et tout. Il y a plein de rappeurs. Et à chaque fois qu'il m'invitait sur scène, j'arrivais pas à poser le texte. À chaque fois, je bafouillais. Ça, c'est une de mes hantises. Et, tu vois, pourtant, je suis assez à l'aise sur scène. Mais comme c'était un texte, tu sais, c'est des textes, un featuring que tu poses comme ça et que tu n'apprends pas particulièrement. Et sinon, vraiment, le plus gros fail de ouf, c'est quand je suis sur la scène de Bercy. Je suis avec, il y a, comment il s'appelle, Alpha Blondy qui nous invite pour le remix de Brigadier Sabari. Ah ouais. Et j'ai mon petit couplet qui commence comme, c'est pas facile, mais nous, on s'obstine pour que les choses s'obtiennent, etc. Et au moment de rapper, je l'oublie. Je suis dans le stress où tu dis, faut pas que j'oublie mon texte, faut pas oublier. Et plus tu dis, faut pas que j'oublie mon texte, et plus tu l'oublies. Et je suis au moment de rapper, je sais pas qui est à côté de moi, je dis, comment mon texte, c'est comment? J'oublie. Et le résultat, je rentre, je dis n'importe quoi. Mais quand je te dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je fais, non, madame, vraiment mais vraiment parce que j'ai perdu mon texte, j'ai perdu pied. En fait, la panique, elle a pris le dessus sur moi alors que j'ai fait des scènes, j'ai fait quantité de scènes.
Et je viens, et bon, comme j'ai 4 bars, je fais mes 4 bars de yaourt, de n'importe comment. Et puis après, j'apprends que, ouais, ils veulent faire une version live du son et tout. Je me dis, ah, bah, ils vont pas regretter. Parce que quand ils vont m'entendre, moi, et la version là, je crois qu'elle est jamais sortie parce que, ouais, j'ai foiré royalement, quoi, tu vois. Parce que j'ai perdu pied, j'ai pris panique et voilà, Ouais, quoi. ça peut, puis, et puis c'est dingue parce que il y a quelque chose qui revient. C'est vrai que les artistes, moi je suis toujours étonné de me dire, les gens qui ont fait beaucoup de scènes et qui ont encore le stress d'avant-scène. Tu vois, pour moi, idéalement, je me disais, bon, tu fais quelques scènes et ça disparaît. Mais là, Non. tu te retrouves à Bercy, il y a 15 000 personnes. C'est waouh. même, en fait, j'avais déjà fait des scènes devant plus de monde comme ça, mais Ouais. c'est à partir du moment où ça, c'est, tu sais, c'est comme quand tu marches, tu calcules pas, mais à partir du moment où tu dis, bon, comment je marche là? Ah, tu commences Ouais. à calculer Ouais. tout et tu commences à faire n'importe quoi. Et moi, pour ma release party, d'ailleurs, j'ai fait les 10 morceaux. Il fallait que j'apprenne les 10 morceaux par cœur et tout. J'avais vraiment le trac. Je dis à ma Ouais, femme, j'imagine. franchement, le premier morceau, pourtant, j'ai pas peur, j'ai pas peur des gens. J'ai déjà parlé devant, tu vois, je suis assez à l'aise en public, assez à l'aise en truc. C'est pas un problème, même au temps de la brigade, je sais gérer le public. Mais là, j'avais la pression de dire, il faut que je connaisse mes textes, il faut que je sois bien, il faut que je sois... J'avais une vraie pression et j'ai bafouillé 2-3 fois. Mais au sortir, on m'a dit, ouais, non, ça, j'ai pas trop entendu et tout. Mais sur le premier morceau, j'étais en grand trac. Mes jambes, elles tremblaient vraiment, quoi, tu vois. Mais ça s'est pas vu. Ouais, fallait passer ce moment, le mur. Ouais, c'est où des... tu te détends. Tu sais, quand on parle de surmonter, c'est ça. C'est-à-dire, il y a quelque chose et est-ce que tu arrives à être plus fort que ça? Est-ce que tu arrives à être plus fort que le trac, être plus fort que ta peur? Et c'est ça, entre guillemets, le courage où, tu vois, des gens qui sont dans une situation et puis ils surpassent, ils arrivent à passer ça. Alors, moi, c'est peanuts, mais... tu vois, je suis monté tout seul, j'avais pas de backer et puis je voulais vraiment pas faire de playback parce que c'est pas ma génération. Fallait tous en live et mon challenge c'était vraiment ça de me dire il faut que tu connaisses tous tes textes, Ouais, t'es c'est tout ça. seul. Si tu foires tout seul, etc. Et donc ça me mettait une petite pression. Donc cette pression-là, elle s'est manifestée physiquement sur le premier morceau et puis après ça a glissé, quoi. Ouais, Mais sache que chaque fois que tu montes sur scène, alors après quand ton truc il est rodé, tu vois, mais il y a toujours une petite appréhension, tu vois, ça je pense que c'est immuable, quoi. c'est un instinct de survie un peu. Ouais, et puis ça prouve que tu fais quelque chose d'un peu exceptionnel, c'est bien aussi, parce que je pense que si tu montes sur scène comme tu sors de chez toi, ça perd de sa magie, tu vois, alors que quand tu montes sur scène, c'est un vrai geste, quoi, tu vois, tu as l'attention de plusieurs personnes. Et des gens ça peut être 50 personnes, 100 personnes, 2000 personnes, autant. C'est quelque chose. Il ne faut pas que tu rendes ça anodin ou banal. Donc, je pense que ce petit coup de speed que tu as avant de monter, il est bien pour te rappeler que ce que tu es en train de faire là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, rappelle-toi que tu es dans une configuration particulière, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Loïc. C'était super cool. Merci à d'être toi de venu. m'avoir invité. Franchement, je suis toujours très flatté d'être invité, de pouvoir discuter comme ça. Et je te remercie vraiment très sincèrement de l'avoir fait. Je t'en prie. J'ai une dernière question à te poser. C'est toujours la question qu'on pose à la fin. Est-ce que, d'après toi, quel pourrait être ton prochain échec? Enfin, le prochain truc où c'est pas sûr, peut-être un projet que tu as, un truc où justement tu sais que ça peut être touchy, mais tu vas y aller quand même. Écoute, ce qui pourrait être touchy, l'échec, c'est que, tu vois, là, j'ai complètement arrêté de travailler. Donc, je me concentre et sur ma musique et sur mon activité annexe. Et que c'est ça qui doit me nourrir, qui doit nourrir ma famille, qui doit payer mes factures. Et donc, j'ai pas le droit à l'échec, là. Pour le coup, j'ai pas le droit à l'échec parce qu'il faut que je sois à la hauteur de mes prétentions, à la hauteur de... Et puis que c'est plus l'époque des discours, c'est l'époque des actions. Voilà, après, comme je te dis, sur ce premier disque, j'attends pas énormément de choses. Je fais ce que je sais que c'est quelque chose que tu construis au fur et à mesure. Et je suis prêt à ça. Mais ouais, ce qui peut être le pire pour moi, c'est que sur les activités sur lesquelles je compte pour subvenir à mes besoins, que je ne sois pas efficace. Mais j'aimerais vraiment, vraiment faire une tournée, tu vois, et remonter sur scène, parce qu'en plus, j'essaie de proposer quelque chose d'un peu particulier. Tu vois, je viens quand même de l'école de la brigade, donc quand on monte sur scène... Il y avait un vrai show. Voilà, on ne monte pas juste avec un micro et un texte, etc. On essaie de raconter quelque chose. Et c'est exactement ce que j'essaie de faire avec ce disque-là, avec Bring the Beat Back. J'essaie de raconter un petit peu
l'arrivée du hip-hop, etc., dans un format scénique un peu particulier. Et j'ai vraiment envie de le proposer à un maximum de personnes. Et voilà, parce que ça me fait plaisir. Et que ça reste un privilège pour un artiste de monter sur scène et de proposer sa musique aux gens, quoi. Ouais. Bring the Big Bad, que je n'arrive jamais à le dire. Hein. Ouais, non, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à le dire. Surtout avec la manière dont on nous enseigne l'anglais en France. Mais en plus, j'ai poussé un peu le bouchon loin parce que j'ai mis tous les titres en anglais. Enfin, tous les titres, parce que je rappe en français dedans. Et c'était un hommage justement à la culture hip-hop qui vient des États-Unis. Et voilà, donc pour ce premier opus-là, j'avoue, j'ai forcé un peu dans les titres en anglais, mais voilà. Mais il est très cool, en tout cas, ça fait hyper plaisir de te réentendre, de te réentendre sur 10 pistes. Merci. C'est génial. Merci beaucoup, Loïc. Merci à toi, merci beaucoup, merci à vous.